j'ai parlé de ce que j'appelle le management traditionnel, mais j'ai dit aussi que je travaillais sur bon, traditionnel, c'est ce qui est dépassé ou est à reconsidérer ou à revoir, mais je travaille aussi sur ce que j'appelle le management renouvelé. Alors, qu'est-ce que le management renouvelé? Ben, c'est bien entendu un management qui doit être en rupture avec ce que j'ai appelé le management traditionnel dans plusieurs dimensions. Alors, il est évident que ce qu'a fait Taylor, ce qu'a fait Fayol, ce qu'a fait Maillot, etc., tout ce qu'on fait, tous ceux qui ont créé, mis en place et initialisé ce que j'ai appelé ce management traditionnel depuis le début du XXe siècle, n'est pas complètement à rejeter et à oublier. Il y a des choses de Taylor qu'il faut conserver, des choses de Fayol qu'il faut conserver, sur l'organisation d'ateliers, sur l'organisation générale d'entreprise, sur les principes de gestion, etc., bien entendu. Mais il faut les moderniser. Alors, les moderniser dans quel sens? Les moderniser en pensant que depuis pratiquement le deuxième tiers, troisième quart du XXe siècle, les règles du jeu en gestion et en management ont changé, de production, de qualité, ont radicalement changé, notamment à cause de l'entrée de pays comme l'Allemagne, comme le Japon, et surtout le Japon, dans la production internationale de produits et services à côté de l'Amérique qui avait jusque-là quasiment le monopole. Alors qu'est-ce que c'est ce management renouvelé? Eh bien, c'est un management qui essaye de prendre de la tradition ce qui reste encore valable, c'est-à-dire tout ce qui est technique de base, d'organisation concrète du travail, de la chaîne, du poste, description de poste, fiche de poste, etc., etc. Oui, il n'y a pas de problème. Mais ce management-là doit se renouveler et fonctionner autrement dans le sens de tenter d'éliminer ce que je considère comme des handicaps du management traditionnel, c'est-à-dire cette question de mépris, supérieur, inférieur, cette question d'organisation pyramidale, où les gens ne travaillent pas ensemble, les uns avec les autres, les uns à côté des autres, les uns en communication avec les autres, mais plutôt les uns au-dessus et en dessous des autres. Sans compter que dans la grande pyramide, très généralement, les chefs de service, les chefs de section, les directeurs de département, je ne sais quoi, vont chacun constituer sa petite pyramide à côté de l'autre, et puis personne ne se parle, sinon par la voie hiérarchique, et ça prend un temps fou, et on prend du retard, et on sait que le temps est extrêmement important dans l'innovation, la production, la qualité, la production surtout de qualité, ce qui est le plus important, parce que la quantité, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est la qualité. Ça ne sert à rien de produire en quantité, vite, beaucoup, et avec aucune qualité. Mais aussi avec quelque chose qui fait partie de ce que j'appelle ce management renouvelé, c'est considérer l'employé, même de base, même le plus modeste, le plus bas, entre guillemets, dans la hiérarchie, dans la pyramide, non plus comme un instrument, comme un outil, comme une espèce de réserve de muscles, de bras, de doigts, comme l'a traité Taylor et comme on continue à le traiter malheureusement, très souvent dans nos organisations qui continuent à fonctionner de façon traditionnelle, le traiter plutôt comme un partenaire, comme quelqu'un qui est capable de penser sur ce qu'il fait, de penser ce qu'il fait, et d'avoir des idées d'amélioration, de changement, de modification, d'innovation dans ce qu'il fait, aussi modeste soit-il. Alors si on adopte cette position, ça change radicalement la manière de gérer. Et là, on n'est plus dans le mode pyramidal, on rentre dans ce que j'appelle le mode sphérique, la sphère, plutôt que la pyramide. Et ça existe. J'en parlerai dans une autre capsule. C'est le management du modèle qu'on appelle nippo-rhénan, c'est-à-dire le modèle du capitalisme industriel ou entrepreneurial
qui est le capitalisme de l'Allemagne, du Japon, de la Scandinavie. Et on voit bien aujourd'hui, après la crise de 2008, les pays qui s'en sortent le mieux, c'est l'Allemagne, c'est la Scandinavie, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, c'est etc. Ces pays-là, la Malaisie, et ces pays ont tous copié le modèle allemand. Or, le modèle allemand n'a strictement rien à voir avec le modèle américain, que la plupart d'entre nous, des pays du tiers-monde, avons copié. Et c'est tout à fait autre chose. Et l'une de ces caractéristiques, c'est précisément de traiter l'employé non pas en instrument passif, en réserve de muscles et de non-pensée obéissante et non capable de penser par elle-même, mais tout à fait l'inverse. C'est le management participatif à tous les niveaux, ça fonctionne par comité à tous les niveaux, et donc ce que j'appelle management renouvelé, c'est un peu un management qui irait vers ce sens-là, vers une conception plutôt sphérique que pyramidale de l'entreprise. Et la sphère, comme on le sait, c'est un ensemble de cercles en intersection. Et là où ça se passe, le plus important de ce qui se passe dans cette organisation plutôt sphérique que pyramidale, c'est dans les intersections entre les cercles. Et dans ces intersections, la personne la plus importante, ce n'est pas la personne qui est au-dessus, au sommet de la pyramide. La personne la plus importante, la plus consultée, la plus écoutée, la plus compétente, enfin, on peut appeler ça de différentes façons. C'est une personne qui est au milieu des autres, comme le centre d'un cercle, parmi les autres, non au-dessus, non à côté, parmi, ensemble. Et ça, déjà, ça permet de travailler beaucoup plus ensemble. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne donc ce que j'appelle ce management renouvelé, c'est-à-dire un management qui fait sentir à l'ouvrier, à l'employé de base, secrétaire, mécanicien, électricien, chauffeur, etc., tout ce que vous voudrez, peu importe, qu'il n'est pas là juste pour obéir et faire ce que dit une fiche de poste. Alors, je n'ai rien contre la fiche de poste et description de poste, pas de problème. Mais une fiche de poste, c'est une description de poste non fermée, ouverte, qui dit à l'employé, voilà le minimum, l'essentiel de ce que le poste exige, mais les frontières sont ouvertes. Si vous pouvez, si tu peux ajouter des choses, améliorer des choses, penser autre chose, nous sommes là, les ingénieurs sont là, les techniciens sont là, nous sommes là, prêts à vous écouter pour voir comment on peut faire plus que ce que dit, ou mieux que ce que dit la fiche de poste ou ce que fait la machine qu'on vous confie. Et donc là, combiné avec la communication que j'appelle en deux sens, c'est-à-dire permettre à l'employé de sa propre initiative et de son point de vue et de son propre jugement, à un moment donné, d'arrêter la production, d'arrêter la machine, d'arrêter la chaîne, ce qui se fait au Japon et en Allemagne depuis 2 siècles. General Motors a commencé à le faire il y a à peine 15 ans, 20 ans, de permettre à l'ouvrier d'arrêter une machine ou d'arrêter une chaîne. Et de dire, écoutez, moi ouvrier, moi employé, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, il suffit de penser avec un peu de bon sens, qui est mieux placé que l'ouvrier qui est devant la machine ou le vendeur qui est devant le client pour savoir quels sont les détails qui font l'importance, qui font la qualité de ce qu'on fait, que par rapport aux chefs, aux ingénieurs, etc., qui est le mieux placé? C'est forcément l'ouvrier. C'est lui qui sait comment ça se passe entre la matière et l'entreprise et la machine, le produit, comment il sort bien ou pas bon, ou moins bon ou mieux, pourquoi, pour quelle raison, à cause de quelle pièce, à cause de quelle matière, à cause de quelle, etc. Et le vendeur, c'est lui qui voit comment le client réagit devant le produit, sa couleur, sa texture, et ces informations-là, ces détails, sont absolument essentiels parce qu'ils s'additionnent. Ce sont des milliers par semaine, par mois, peut-être par jour. Et si on les additionne, ça donne des éléments qui deviennent des éléments stratégiques. Or, si notre organisation ne permet pas que ces informations que j'appelle les signaux faibles, les détails
que l'employé de base observe et qui est le seul à observer et à pouvoir reconnaître, formuler et transmettre. Si ça n'est pas permis, eh bien l'organisation n'évolue pas. Elle reste figée. Or, ceci se mérite. Ça ne se commande pas, ça ne s'impose pas, ça ne se manipule pas. Si vous voulez que votre ouvrier, que votre employé ait l'envie, le goût, le désir d'observer, d'être vigilant aux détails de ce qui se passe avec sa machine, face au client, avec le produit, avec ce qu'il fait, etc., et qu'il ait l'envie de venir vous le dire sincèrement et immédiatement et avec le souci de mieux faire, d'améliorer, etc., il y a des conditions. Il faut d'abord lui montrer qu'on est prêt à l'écouter n'importe quand il veut. Donc, quand il vient frapper à la porte du chef, du directeur, de l'ingénieur, etc., il ne doit pas se heurter à une secrétaire qui lui dit « Écoute, remplis un bon d'audience et puis tu vas attendre une semaine, 15 jours. » Non, immédiatement. S'il considère que le problème est important, de son point de vue, c'est suffisamment important pour le recevoir et l'écouter immédiatement. Et alors là, il se sentira encouragé de le faire, et il le fera encore plus. Et ils le feront en commun, les uns les autres, en équipe. C'est comme ça que se génère petit à petit le travail en équipe, spontanément. Le travail en équipe, ce n'est pas quelque chose qui s'organise à coups de fouet et à coups de directives. C'est l'envie et le désir des gens de travailler ensemble ou pas. Ensuite, il faut lui donner des raisons. Et je conclue avec ça, cette capsule. Les raisons qu'il faut lui donner, c'est parce que l'être humain ne fonctionne pas en fonction ou selon des causes et des conséquences. Ce n'est pas comme un animal, comme un âne, à qui on met une carotte et on lui dit « cours, avance, voilà, la carotte c'est le salaire, si je te donne ce salaire, ben, tu cours à la vitesse que je te demande. » Non, l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas non plus avec le bâton. L'être humain fonctionne par des raisons et des sentiments et du sens. Vous voulez que je fasse mieux ce que je fais, que j'en fasse plus, que ça soit meilleur chaque jour? Donnez-moi des raisons. La première des raisons, c'est qu'est-ce que j'y gagne, moi? Si j'améliore, qu'est-ce que je gagne? Eh bien, dans les entreprises allemandes, japonaises, coréennes, etc., tout ouvrier, toute équipe, tout employé qui améliore quelque chose dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vend, eh bien, il y a immédiatement un pourcentage dans les profits, dans le chiffre d'affaires, un bonus, des vacances, un voyage avec sa famille payé par l'entreprise. Il a une récompense. Deuxième raison, l'intéressement, la participation dans ce qu'on gagne collectivement. Si dans ce que je fais, j'ai 10, 15%, 8% qui vient dans ma poche par dollar, par unité monétaire de profit ou de chiffre d'affaires, eh bien je vais être motivé, beaucoup plus motivé à le faire. Et enfin, les sentiments. Il faut que j'aime ce que je fais. Et je vais l'aimer si je le fais à ma façon. Si vous écoutez ma façon de le faire. Si ma façon est mauvaise et que vous me convainquez, que vous me fassiez la démonstration qu'elle est mauvaise, je vais l'accepter. Ce n'est pas parce que je suis ouvrier que je suis idiot. Mais si ma façon de faire, ma façon de vouloir améliorer les choses est bonne, vous devez l'accepter, même si vous êtes un super ingénieur, vous avez la théorie, moi j'ai la pratique. Et en combinant les deux, on arrive à ce qu'on appelle la qualité et l'amélioration continue. Donc voilà ma deuxième capsule.